l'invité de la rédaction, eh bien, il s'agit du journaliste Michel Tedoldi, auteur de Un pacte avec le diable, quand la France recrutait des scientifiques nazis. C'est un livre paru aux éditions Albin Michel. Il est au micro d'Eva Soto. Michel Tedoldi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, votre livre, un livre choc, Un pacte avec le diable, une enquête inédite quand la France recrutait des scientifiques nazis. À le lire, on se pose une question. Sans les scientifiques nazis en France, les 30 Glorieuses auraient-elles été aussi vertigineuses en termes de progrès dans l'Hexagone ? Dans certains domaines, non. Non. Dans les domaines de pointe comme l'aéronautique, comme le spatial ou comme l'industrie d'armement, où on doit être les 2e ou 3e vendeurs d'armes au monde, non. La fusée Ariane a été motorisée par des ingénieurs nazis. Le Mirage, le moteur du Mirage ainsi que sa voilure ont été mises au point par un dénommé Ostrich, qui était un proche d'Hitler, c'est-à-dire qu'il avait eu directement commande de fabrication du moteur pour les Messerschmitt par Hitler. Ça a été un nazi confirmé qui a poursuivi son œuvre au dernier jour de la guerre. Donc non, s'il n'était pas intervenu, je pense que dans certains domaines, on n'en serait pas là où on en est. D'ailleurs, c'est des économistes qui disent que ça a fait gagner à la France entre 5 et 10 ans. Donc c'est énorme. C'est énorme et c'est vertigineux, évidemment, puisqu'il s'agit de scientifiques nazis. C'est écrit sur la couverture de votre ouvrage. Quand on parle de scientifiques nazis, on parle de qui exactement ? Est-ce qu'on parle de scientifiques allemands qui ont vécu à l'époque de la guerre, donc sous le nazisme, ou est-ce qu'on parle vraiment de nazis ? Non. Il y en a une partie qui étaient les scientifiques qui ont vécu à l'époque de la guerre, mais les têtes de pont et un grand nombre de ces scientifiques étaient membres du NSDAP, donc le parti nazi, certains de la Waffen-SS, ils étaient directement impliqués dans le régime. Ils étaient des privilégiés du régime, c'est-à-dire que c'était des gens qu'on protégeait énormément, et certains étaient à des postes de décision, comme Ostrich, comme Bringer, comme Otto Ambros. Par exemple, Otto Ambros, c'est un des exemples assez étonnants, puisque c'était lui qui était qui était un responsable chez BASF, et il a travaillé sur le Zyklon B, la mise au point du Zyklon B, et ainsi que d'autres gaz, comme le gaz sarin, et il était régulièrement à Auschwitz. Donc, c'est des nazis impliqués dans l'assassinat des Juifs. C'est vertigineux, Michel Tedoldi, parce qu'on a beaucoup entendu parler de nazis qui se sont réfugiés notamment en Amérique latine. On a aussi entendu parler de nazis qui ont été notamment recrutés par les États-Unis. Mais pour ce qui concerne la France, c'est pour ça que je dis que c'est un livre choc. C'est vraiment des révélations que vous faites. Pourquoi est-ce que ça intervient si tard et quel accueil reçoit votre livre ? Alors pourquoi ça intervient si tard ? Je peux pas le dire. Moi, c'est une enquête que j'ai menée depuis 7 ans. Donc voilà, où j'ai tiré les fils d'une pelote qui me semblait sans fin. Je me suis arrêté, mais ça me semblait sans fin parce que il y a encore des tas de choses à dire. Pourquoi on n'en a pas parlé ? Je sais pas. J'ai le sentiment, si vous voulez, que plus que de cacher les choses, c'est une forme d'indifférence. Tiens, j'utilise toujours l'image de quand Primo Levi, il a écrit « Si c'est un homme », dans les années 46-47, il n'a pas trouvé d'éditeur, quoi. Et quand le livre est sorti, au tout début, je ne sais plus quel a été l'éditeur, mais ça n'a pas du tout marché. C'est 15-20 ans après que ça a explosé et que c'est devenu une référence. Là, j'ai le sentiment qu'il y avait des éléments que les historiens n'ont pas travaillé dessus. Pourquoi, je ne sais pas. Et voilà, tout d'un coup, moi, j'ai fait simplement que rassembler des éléments épars pour donner une vision un peu plus grande du phénomène, en sachant que, comme d'habitude, comme les Français, on est des grands donneurs de leçons, c'est compliqué d'être le pays des droits de l'homme et dans le même temps de recruter des centaines, voire des milliers d'anciens nazis. Justement, ces nazis, comment est-ce qu'ils ont été recrutés ? Ça s'est passé comment ? À quelle période ? Pourquoi ? Alors, ça a commencé dès 1944.
dès 1944, Charles Tillon a envoyé Joliot-Curie avec une mission du CNRS, au départ, non pas pour recruter des gens, mais pour repérer les éléments industriels qui pourraient intéresser la France. Et puis petit à petit, dans la zone d'occupation française, ils se sont aperçus que non seulement il y avait des dossiers, il y avait des caisses, il y avait du matériel, mais qu'en plus il y avait des gens. Et donc à un moment donné, Koenig, qui était le patron de la zone d'occupation française, envoie pas un SMS, mais un courrier secret à De Gaulle. Et De Gaulle, donc ça c'est, je crois, le 19 mai 1945, envoie la réponse en disant que s'il y a des gens intéressants, faut les recruter. Donc De Gaulle a donné son aval pour toute l'opération. Et ensuite, il a renvoyé un autre courrier en expliquant que ils étaient quand même confrontés à une population qui était un peu touchy et donc où il fallait faire très attention à cause de leur passé. Et on a décidé, comme tous les alliés, de faire complètement fi de leur passé. C'est-à-dire, on ne demandait pas ce qu'ils avaient fait avant. Ne comptait que ce qu'ils allaient amener à la France. Ne comptait que leurs compétences. Absolument. Et De Gaulle, donc, a donné son feu vert à ça, au recrutement. Absolument. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres... Enfin, je suis désolée, mais il n'y a pas d'autres personnes que des scientifiques nazis à recruter après la guerre. En Allemagne, en Allemagne, quand même, l'Allemagne nazie était en avance sur... Bon, déjà... Le réacteur, enfin l'avion à réaction, elle était en avance sur les fusées. Au début, ils pensaient qu'ils allaient avoir la bombe atomique. Or, ils se sont très vite aperçus que non, ils étaient pas du tout prêts à avoir la bombe atomique. Donc, tous les alliés, quand ils ont découvert ça, enfin notamment les Américains, se sont rabattus sur les compétences techniques autres. Donc, il y avait ça, il y avait la chimie, parce que c'est très large, hein. Quand on regarde la palette, c'est très très large. Il y avait l'industrie, l'armement, l'aviation, la chimie. Ça pose la question aussi, cet ouvrage, évidemment, du pragmatisme. Jusqu'où peut aller le pragmatisme ? C'est la question aussi qui est posée par cette histoire terrible de la France qui a recruté des scientifiques nazis. C'est-à-dire se dire, puisqu'ils sont compétents, on les recrute et on s'occupe pas du tout. Ça, c'est une question que vous vous êtes posée pendant que vous écriviez cette histoire. Ah oui, mais c'est pas celle du pragmatisme, c'est celle du cynisme. C'est carrément, c'est une autre étape pour moi. C'est-à-dire, où est-ce qu'on met le curseur de la morale ? Mais pas la morale en tant que censure, mais où est-ce qu'on met le curseur de la morale ? Comment on gère le fait qu'on explique que l'Allemagne nazie a déporté et massacré des millions de gens, et comment en même temps on embauche, même si c'est pas eux qui étaient dans les camps d'extermination ou dans les camps de concentration. Il n'empêche qu'ils ont travaillé, tous ces gens-là ont travaillé à Dora, par exemple, dans les tunnels de Dora, où il y a eu des milliers de déportés qui sont morts à cause de conditions de travail exécrables. Et moi, j'ai retrouvé des interviews mais enfin, ils disent tous la même chose, hein, tous ces ingénieurs. Un des ingénieurs qui s'appelle Bringer, qui est le type qui a mis au point le moteur de la fusée Ariane, et qui explique que les déportés à Dora avaient des conditions de vie tellement bonnes qu'ils auraient pu vivre centenaires. Donc ça laisse un peu rêveur sur le cynisme de toute cette opération. Et à la différence des États-Unis, en France, on n'en a jamais parlé, quoi. On n'en a jamais parlé. Donc voilà, donc il y a un silence de plomb, mais j'ai le sentiment qu'il y a un silence de plomb qui perdure. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un silence qui est installé et qui est très difficile à rompre. À rompre. Eh bien, écoutez, peut-être cet ouvrage permettra-t-il de le rompre. Donc, un pacte avec le diable, une enquête inédite quand la France recrutait des scientifiques nazis, paru aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Michel Tedoldi, d'être venu en parler ce matin sur Radio J. Merci à vous. Merci. Radio J.